Dites-moi où, dans quel pays, on peut avoir 4 fois la surface de Paris qui brûle, on peut avoir 220 000 personnes déplacées, on peut avoir 2 soldats morts au feu et des gens et un gouvernement qui crie victoire, qui nous dit que tout va bien, que ça n'aurait pas vraiment pu être mieux, qu'on a tout impeccablement géré, comme toujours, comme pendant le Covid, comme pendant absolument tout. Enfin, dites-moi où, dans quel pays, hein, pour toujours paraphraser Villon, vous l'aurez reconnu, on peut s'endetter, plutôt se surendetter de 1000 milliards d'euros et ne pas avoir de Canadair, alors qu'on est un pays qui, accessoirement, exporte des pièces aéronautiques et puis sait concevoir l'un ou l'autre avion, pardonnez-moi. On est dans le pays qui a vendu la TECOR à des intérêts. Et tant mieux, nous sommes là pour rectifier le tir, parce que tout de même, pour porter la plume dans la plaie, il n'y a plus grand monde. Enfin, vous avez une sphère médiatique qui va en effet continuer à vous dire que la Macronie gère impeccablement bien le pays. Et puis, d'un micro-trottoir à l'autre, vous avez certaines personnes qui vont vous dire: ah, mais ma bonne dame, on s'en est tout de même pas mal sorti pour le Covid. Et ça, normalement, eh bien, vous le savez, c'est aux médias de faire ce genre de travail. C'est aux médias de mettre le pouvoir devant ses responsabilités, de poser la question: aurait-on, oui ou non, pu mieux gérer cette situation? Voilà. La France est un pays complètement délirant où on a un chef d'État qui décide de dilapider l'argent public. Normalement, tout ceci doit quand même passer par l'Assemblée nationale, bien entendu, il y a quand même le vote du budget, mais où personne ne moufte et tout le monde est d'accord. Dites-nous, s'il vous plaît, François Asselineau, ce qu'est vraiment être un gouvernant. Enfin, gouverner, c'est prévoir. Vous avez 50 ans, 40 ans 45 ans d'expérience dans le domaine de l'administration publique. Et c'est affligeant de voir que toutes les personnes dont vous avez parlé, Gabriel Attal, Édouard Philippe, etc., semblent avoir une inexpérience absolue, ou alors, comme vous l'avez dit, vouloir saboter la France en plaidant l'incompétence, ou peut-être les deux, puisqu'après tout, le rasoir d'Anlon nous rappelle qu'on ne doit jamais attribuer à l'incompétence, à la malveillance, ce qui peut être attribué à l'incompétence. Alors, s'il vous plaît, François Asselineau, faites-nous, pardonnez-moi de l'anglicisme, une masterclass de gouvernance. Si vous étiez aux affaires il y a 3 mois, qu'est-ce que vous faisiez? Je pense que fondamentalement, il y a le problème peut-être le plus fondamental de la classe politique française, non seulement c'est qu'elle est incompétente, qu'elle est nulle, mais fondamentalement, elle n'a pas de courage. Oui. Ce sont des gens sans courage. Ce sont des gens qui sont un peu comme ballottés au flux des vagues, et on le voit non seulement de nos dirigeants, mais on le voit ô combien de ce qui se passe au Rassemblement national, avec le RN qui a refusé, qui s'est abstenu au moment de cette loi scélérate. Très grave. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui ils ont peur de ce qu'ils pensent, en fait. Ils n'osent pas penser ce qu'ils pensent. Vous savez, c'est une parole, je ne sais pas si je dois le dire à l'antenne, mais enfin, après tout, c'est le pays de la vous pouvez, on est libre ici. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Chirac? Il avait dit que le problème qu'il y avait en France, dans la classe politique française, c'est qu'il y avait énormément de gens qui avaient perdu leurs couilles et que le problème, il faudrait leur faire des greffes, mais qu'il y avait une absence de donneurs. Bon, c'était du Chirac, lequel d'ailleurs lui-même n'était pas tout à fait exempt de la critique, mais quand même. Tout à fait, maintenant, on est arrivé à quelque chose où c'est fondamentalement le qu'en dira-t-on de ce que vont dire les médias, de ce qu'on vont dire les associations, les associations de la culture, les écolos, etc., qui se sont pris une espèce de magistère moral dans la société française, qui d'ailleurs est en train de vaciller. Il y a un véritable magistère moral que se sont octroyés les écologistes, que se sont octroyés un certain nombre d'associations dans le domaine de la culture, dans l'éducation, etc., où revenir à ce qui est du bon sens, en fait, que l'on trouve effectivement dans toute une série de pays du monde où il n'y a pas ce même phénomène. En France, on est dirigé par des gens qui ont engrammé l'idée dans leur tête qu'ils ne devaient pas avoir de réaction de bon sens, ils devaient complaire aux différents lobbies qui s'exercent sur eux. Ces gens ne sont pas libres. Voilà, ils ne sont pas libres. C'est d'ailleurs pareil pour l'affaire. Je parle d'autres sujets, mais l'affaire de l'euthanasie, qui n'est pas de l'euthanasie, c'est de la mise à mort qui va être qui est programmée par la loi. Là aussi, vous avez toute une série de responsables politiques qui se sont écrasés. Pourquoi? Parce que c'est le Grand Orient qui est derrière. Et c'est pas du complotisme. Le Grand Orient de France a publié un communiqué justement avec le grand maître du Grand Orient pour expliquer qu'ils étaient à la manœuvre. Mais il y a des gens qui se disent, oh là là, si jamais
je dis ça, je vais me faire mal voir du Grand Orient, d'autres qui se disent si jamais je dis qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne vais pas passer dans les médias, et si et ça, je vais me mettre le lobby écolo. Et donc, au résultat des courses, c'est qu'on a des gens qui n'ont pas de courage. Voilà, c'est ça fondamentalement. Et qui sont tous sur le même schéma, c'est-à-dire, non seulement ils n'ont pas de courage, mais en fait, ce sont des pleutres, mais en plus, ce sont des cyniques. Je vois, là, il y a eu les 10 ans de l'assassinat du père Hamel en Normandie, vous vous rappelez, bon. On voit défiler Monsieur Attal, Monsieur Édouard Philippe, qui sont là à verser une larme en disant « nous ne céderons jamais ». Mais tout ça, c'est dégueulasse, en fait. En fait, ils prennent des postures. Moi, j'ai été bouleversé par cette affaire, mais je me dis, dans mon fort intérieur, je me dis, c'est pas digne de la part d'un homme politique d'essayer de gratter comme ça des voix en disant, je vais faire part de ma peine pour le père Hamel. Si on veut respecter le père Hamel et sa mémoire, il faut avoir des mesures qui soient des mesures draconiennes sur la lutte contre l'insécurité et aussi, il faut le dire, sur la fermeture des frontières, notamment face à l'immigration torrentielle de l'Union européenne, que M. Attal, comme M. Édouard Philippe, comme d'ailleurs M. Zemmour et Mme Le Pen ne veulent pas faire, puisqu'ils veulent tous rester dans l'Union européenne. Ah, mais oui, mais si jamais on parle de l'Union européenne, alors là, c'est comme Asselineau, c'est-à-dire c'est terminé, il n'aura jamais droit à la parole. C'est de ça aussi que l'on crève. Je vais vous raconter une petite anecdote incroyable. Je ne vais pas citer son nom, mais je pense que je vais finir par le citer. J'ai passé quelques jours de congé dans le sud de la France. Je suis allé voir un maire qui s'était illustré, justement, en expliquant qu'il y en avait marre du qu'en dira-t-on, qu'il fallait que les Français puissent tous s'exprimer, que le référendum de 2005 sur l'Union européenne n'avait pas été suivi des faits, que tous les citoyens étaient égaux, que si c'est... il avait fait... Bon, bref. J'ai voulu aller le voir pour lui demander s'il pouvait me parrainer. Il n'a même pas voulu me recevoir. Et il a dit que lui, il ne parrainait personne. C'est-à-dire que vous avez des gens qui prennent des postures comme ça de matin mort, mais au moment de passer à l'acte, il n'y a plus personne. Il est fondamentalement là. Donc, pour en revenir à notre sujet fondamental, de ce soir sur la question des feux de forêt, ce qui se passe, c'est que Macron... il a des lobbies qui s'exercent sur lui, auxquels il ne peut pas résister, parce que ce sont ceux-là qui l'ont fait élire. C'est pour ça que si les Français commettent l'immense erreur d'élire Édouard Philippe, ou Attal, ou Glucksmann, enfin tout ça c'est la même chose, d'élire à l'Élysée en 2027 quelqu'un qui a été sélectionné par la French American Foundation, qui a été, comme Édouard Philippe, 4 fois invité au club de Bilderberg, ils mettront à l'Élysée quelqu'un qui ne leur doit rien, en fait, qui devra tout à ceux qui leur a fait élire, c'est-à-dire ceux qui tiennent les médias, ceux qui tiennent les instituts de sondage. C'est vraiment fondamental à comprendre. Mais vraiment, la question fondamentale à laquelle on veut la réponse maintenant, c'est que fallait-il faire précisément? Parce qu'à force de se complaire dans la mauvaise gouvernance, les Français ne savent même plus ce qu'est une bonne gouvernance, en fait. À force de se voir asséner que ce qu'il se passe en Gironde est normal par BFM TV, par le service public, etc., les Français ne savent plus à quoi ressemble une gouvernance efficace et normal. Alors expliquez-nous tout de même, vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration, vous avez une très longue carrière dans la fonction publique française. Normalement, ça se passe comment? Je veux dire, les pays qui gouvernent bien leurs forêts, comme le Japon, vous êtes... Eh bien, normalement, la première chose à faire, quand on est chef d'État, c'est de se dire « je suis le chef de l'État, je dois diriger le pays pour le bien du peuple français, d'abord et avant tout ». Éventuellement, s'il y a du surplus, on verra les autres, mais c'est d'abord, c'est ce que certains appellent la préférence nationale, mais c'est exact. On est maintenant dans une préférence antinationale. C'est-à-dire que face à une question comme l'affaire enfin, c'est simple comme bonjour. La première chose à faire, redonner du budget à l'ONF. On est tombé, j'ai donné les chiffres, je ne vais pas les recommencer. Il faut recréer l'ONF. Il faut faire des campagnes de sensibilisation et de communication. Il faut combattre l'idéologie obscurantiste de certains écologistes ultra. Non, ça n'est pas bien la nature sauvage. Il faut
faire du balayage de taillis, il faut éclaircir les forêts, il faut enlever les taillis, il faut réguler les haies, etc., pour limiter autant que faire se peut les transmissions de feu. Il faut par ailleurs avoir certainement des peines exemplaires sur les personnes qui sont surprises en train de brûler. Ça, là aussi, il faut taper dur, il faut de la répression. Il faut acheter des canadaires, mais pas forcément d'ailleurs que des canadaires. Parce que si vous allez vous renseigner, bon, j'y connaissais rien, mais je me suis un peu renseigné, les canadaires, c'est un des dispositifs qui existent, mais il y en a bien d'autres. Il y a d'autres types d'avions. D'ailleurs, les Chinois ont sorti un avion qui a des capacités d'emport, vous savez, qui sont amphibies, donc qui ramassent de l'eau sur des plans d'eau et puis qui après vont. Il faudrait voir ce que propose la Chine. La Russie fait des avions également amphibies qui sont très, très solides. Paraît-il qu'au début des années 2000, à l'époque, je rappelle qu'on était quand même bien avec Poutine. Chirac recevait Poutine. On ne disait pas que Poutine, c'était Hitler. D'ailleurs, Macron a reçu Poutine comment dirais-je, dans le sud, au fort de Brégançon. À l'époque, on ne disait pas que c'était Adolf Hitler. Au début des années 2000, il y a eu des réflexions, je crois, qui ont été menées pour savoir si on n'allait pas acheter soit des avions russes, soit des hélicoptères. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Espagne, qui se retrouve maintenant gros gens comme devant, puisqu'ils ont des hélicoptères russes de lutte contre l'incendie qui sont très performants, sauf qu'ils n'ont plus les pièces détachées, et que l'Union européenne leur interdit d'aller obtenir les pièces détachées de la Russie. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce qu'on en est sur les questions de l'Union européenne. Mais pour en revenir à ce que devrait faire un chef d'État, il est évident, d'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes, il faut acheter soit des Canadair, soit avoir des Airbus. Là, il paraît qu'il y a un Airbus A400 qui est en train d'être aménagé pour balancer des retardateurs. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il faut encore que ce soit homologué par-ci et par-ça. C'est-à-dire que la forêt brûle et on va faire attendre encore des semaines et des mois pour que ce soit homologué, notamment par l'Union européenne. Enfin, on est dans un monde complètement délirant. Donc pour ça, pour revenir à cette histoire, je l'ai dit, rendre tout son rôle à l'ONF, réembaucher du personnel à l'ONF, parce que ça, c'est du personnel, c'est des crédits d'État qui sont bien dépensés, acheter soit des Canadair, soit une flotte, ça peut être plus que des Canadair, il peut y avoir des hélicoptères, il peut y avoir des ci, des ça, voire faire des amodiations de certains Airbus, partir du principe que la France doit compter d'abord et avant tout sur elle-même. Et que voilà, ça, c'est fondamental. Comme vous savez, ce problème qui dit un politique, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection, un chef d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération. Un chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit se poser à tout moment la question de savoir s'il y a un blocus, par exemple, si je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je peux en interne faire pour sauver mon pays? Ce que je dis est vrai du textile. Vous savez, par exemple, qu'en ce moment en France, je suis bien persuadé que les uniformes des pompiers n'est pas fabriqués en France. Vous savez que les officiers de la police, les uniformes de la police sont fabriqués au Maghreb, sont fabriqués en Chine. C'est-à-dire que on n'a même pas d'autosuffisance vestimentaire pour nos forces de l'ordre. Peut-être même pour nos soldats. Il faut qu'on achète ça à l'étranger. Ça l'a pas. C'est un pays qui marche sur la tête. Il faut qu'on ait de la même façon qu'il faut qu'on ait des producteurs militaires d'armement français. Et là, j'ai eu l'occasion, je ne veux pas sortir du débat, mais j'ai eu l'occasion de parler, vous avez vu cette affaire qui concerne l'entreprise franco-allemande qui produit les canons César. Encore une fois, à cause du mythe du franco-allemand, on risque d'être minorisé dans cette entreprise qui fabrique des canons César à Vierzon, qui ont montré leur efficacité. On risque d'être minorisé là-dessus pour des questions, enfin, j'ai pas l'occasion d'en parler, j'en ai parlé ailleurs. Et il faut avoir une pensée à tout moment de se dire, je suis le chef de l'État, je dois défendre les Français. Et les Français, ils doivent d'abord et avant tout compter sur eux-mêmes. Si on a des aides venues de l'extérieur, tant mieux. Mais partons du principe que nous n'en aurons pas. Enfin, c'est le b.a.-ba. Enfin, c'est la morale traditionnelle d'un peuple paysan. Moi, j'ai des ancêtres paysans. Quand on est on met de l'argent un petit peu de côté en cas de coup dur. On n'est pas pris pour ne jamais être pris au dépourvu. Ce que je dis là est vrai. Imaginons, évidemment, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais qu'est-ce qui peut se passer dans 10 ans, par exemple, en Malaisie ou en Indonésie? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une révolution, que le détroit de Malacca soit bloqué? D'un seul coup, pendant des mois, on n'aurait plus de livraison
de tous les produits électroniques. Enfin, toutes nos ordinateurs, nos puces, nos produits, les téléphones portables, les télévisions à plasma, tout ça, ça vient de... On fait quoi? Voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a pas du tout cette réflexion qui est menée de se dire qu'est-ce que je vais faire? Et là, compte tenu de ce qui s'est passé, c'était évident que la priorité des priorités, c'était évidemment de racheter des Canadair. Alors certains disent oui, mais ils ont arrêté la fabrication. Mais justement, ce sont des fabrications, ce sont des petites fabrications, mais justement le fait que la France n'en ait pas commandé a contribué à ce qu'ils arrêtent leur production. Mais ça peut se relancer très rapidement. Ça fait 4 ans, depuis 2022, que déjà on en parlait, et même il en avait parlé déjà avant. J'ajoute au passage qu'en plus de tout, on a, sur les 12 Canadair qu'on a, il n'y en a que 5 qui sont en fonctionnement. Parce que, là aussi, c'est une autre mission de l'inspection des cinémas. Vous savez, c'est une école de formation, l'inspection des finances. J'avais fait une mission d'inspection sur les hélicoptères qui relèvent de la sphère publique, que ce soit ceux du SDIS, justement, qui sont jaunes et rouges, des services d'incendie départementaux, que vous voyez circuler. Vous avez les bleus, qui sont ceux de la gendarmerie nationale, et vous avez les blancs, qui sont ceux de l'assistance publique quand vous avez des blessés. Donc, si vous regardez bien dans l'air, très souvent, alors, sauf quand c'est des hélicoptères privés, etc., mais quand c'est des hélicoptères qui relèvent de la sphère publique, qui sont financés par l'État ou par des départements, enfin par des fonds publics, on les appelle dans le jargon, il y a les bleus, les blancs et les jaunes. Bon. Mais rien que ça, la mission que j'avais faite, on est tellement réduit dans les dépenses budgétaires sont tellement, il y a des telles contraintes budgétaires pour réduire les dépenses que c'est comme pour l'ONF, si vous voulez. On taille dans les dépenses de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'on ne fait plus tourner les hélicoptères autant que faire se peut. Il faut les faire tourner parce qu'il ne faut pas qu'un pilote perde la main. Vous savez que c'est assez compliqué de piloter un hélicoptère. Et certains disent que c'est plus compliqué que de piloter un avion. Surtout, alors, a fortiori, quand c'est en montagne avec des courants ascendants, descendants, c'est extrêmement périlleux, les hélicoptères. Donc, il faut qu'il y ait, pour que les pilotes d'hélicoptères gardent leur licence, il faut les faire tourner. Et puis, ce sont des appareils, comme les avions ou les hélicoptères, qui nécessitent de ne pas plaisanter sur les visites, sur l'entretien, sur changer les pièces qui sont arrivées à la durée de vie prévue par le constructeur, etc. On ne peut pas faire d'économie. Sinon, alors, on est une compagnie comme d'un pays, parmi les PMA, vous savez, des compagnies aériennes qui ont des catastrophes aériennes très souvent et qui sont sur des listes noires parce qu'ils ne dépensent pas l'argent nécessaire pour faire l'entretien. Et donc, on est dans un pays où il n'y a plus d'entretien, en fait. En fait, on peut résumer ça. L'ONF, on n'entretient plus les forêts. Les hélicoptères, les Canadair, on n'entretient plus les avions ni les hélicoptères. Pas assez. Donc, on en a qui sont au tapis. C'est pour ça qu'il n'y en a que 5 sur 12 qui fonctionnent. Les routes, c'est pareil. On commence à avoir des quantités de routes avec des nids de poules, etc. parce que ça n'est pas entretenu. Je me rappelle, c'était encore une mission d'inspection des finances que j'avais fait une autre fois. Soit dit en passant, toutes ces missions d'inspection des finances où moi j'avais, avec des collègues, tiré la sonnette d'alarme, n'avaient servi strictement à rien au passage, puisque nous sommes dirigés par des gens qui veulent se mettre en avant. Ça aussi, c'est non seulement des lâches, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce sont des vaniteux et des narcisses. Parce qu'effectivement, si vous êtes chef d'État, dire que vous avez fait acheter votre bilan, c'est que vous avez fait acheter 5 Canadair, que vous avez redonné du personnel à l'ONF, ou bien que vous avez réaugmenté, il manque à peu près 300 millions d'euros par an pour entretenir les routes. Et on fait des économies, ce qui est une catastrophe. Parce que faire des économies pour les routes, une route, elle peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis il suffit qu'il y ait un hiver très rigoureux. Et là, si vous ne l'avez pas entretenu régulièrement, vous avez toute la route qui est défoncée. Là, ça coûte des fortunes. Donc, on n'entretient plus les routes. Donc, parce que tout ça, pourquoi ? Parce que les routes, elles ne se plaignent pas, elles ne manifestent pas. Les arbres qui sont les taillis qui ne sont pas taillés ne manifestent pas non plus. Et puis les hélicoptères qui ne sont pas entretenus, ils ne manifestent pas non plus. Donc on a, en revanche, et puis c'est pas très valorisant, en revanche, aller se montrer comme Madame Najat Vallaud-Belkacem ou comme Madame Aurore Berger ou comme Monsieur, comment s'appelle-t-il, Jean-François Copé sur les marches du Festival de Cannes, faire la roue, comme Macron qui fait la roue, qui distribue l'argent comme si... Alors ça, c'est extrêmement valorisant. En fait, ils font prévaloir, c'est des cas psychiatriques, ils font prévaloir
leur personne, l'image qu'ils se font d'eux, à toute autre chose. Voilà. C'est exactement ça. Alors, vous nous avez donné des éléments de comparaison. Je vais donner quelques chiffres parce que les médias de grand chemin ne nous les donnent pas. Alors, les flottes de Canadair, évidemment, le Canada en possède le plus, 64, avec une commande de 9. Mais en même temps, le Canada est la plus grande surface forestière d'Occident. Les Russes ont leur propre système, comme vous l'avez rappelé, et les Espagnols, d'ailleurs, les utilisent. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez également rappelé, ne peuvent plus commander les pièces détachées du fait des sanctions imposées à la Russie. J'ai envie de dire, prends ça, Poutine. La Croatie, en comparaison, a 6 Canadair, dont 2 en commande. La France en a donc 12, mais la Grèce, qui est beaucoup plus touchée par les incendies, en a 17. Mais la Grèce est beaucoup plus petite que la France, bien entendu. L'Italie en a 18, et l'Italie est plus petite que la France, donc 18 Canadair pour l'Italie contre 12 pour la France. L'Espagne également en a 18. Le Maroc en a 6 avec une commande de 6. Donc là aussi, je me permets de vous interrompre, précisez bien, comme je l'ai dit, que la France en a 12, mais il en a 5 seulement qui sont en état de fonctionnement. Hein. Exactement. Ouais. Donc là, on voit que c'est impardonnable. C'est-à-dire que les médias de grand chemin vont continuer à servir la soupe à la Macronie de la façon la plus obscène qui soit. On ne peut pas dire les choses autrement. Mais quand on observe simplement les chiffres, on voit qu'il y avait une impréparation criminelle. Je pense que le terme criminel est motivé, puisqu'on se rappelle bien sûr que la Macronie a en même temps fait frapper les pompiers. Alors, je voudrais vous faire avoir votre opinion sur quelques dépêches avant qu'on passe au sujet de la Chine. Voici une première caricature, utilisable toute l'année. Donc, on voit un centaure. Utilisable seulement en été, on voit un Canadair en train de larguer du retardant. On a Gilbert Collard qui a rappelé ce que vous disiez, c'est-à-dire que le 21 février 2024, Gabriel Attal annule les crédits destinés à l'achat de 2 Canadair de lutte contre les incendies. Donc c'est l'irresponsabilité crasse dans tous les sens du terme de cette classe politique. Irresponsabilité parce qu'elle ne va jamais payer les conséquences de ses actes. Ce sont nos 2 valeureux soldats du feu qui en sont morts. C'est pas Monsieur Attal qui n'en paiera jamais les conséquences. Et comme le rappelle très bien l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo, que je salue, Macron a donné plus de 80 milliards à Zelensky, sans l'accord du Parlement, et le pire, avec le silence du Parlement. Alors il parle de tout ce qui est cumulé par l'Union européenne, parce qu'évidemment, on nous fait dire que non, c'était pas 80, c'était moins, mais en fait, quand on cumule, parce qu'on a obfusqué les comptes, c'est bien cette somme qui arrive. Or, un Canadair ne coûte que 50 millions d'euros. Et d'aucuns nous disent, oui, mais vous comprenez, ça prend du temps à fabriquer. Non, une licence de fabrication nous aurait coûté très peu cher, et l'aéronautique française pouvait, sous licence, ça a été fait, fabriquer des Canadair directement en France. Donc, cette excuse ne tient pas. Alors, François Asselineau, votre réaction face à ces 3 éléments? Je suis tout à fait d'accord. Ça recoupe d'ailleurs beaucoup de choses que j'ai dites. Sur l'affaire des centaures, je crois que Macron a fait acheter 90 centaures. C'est ça. Ouais. C'est beau. 90 centaures pour aller éborgner les manifestants. Voilà. Y compris le sens des priorités. Vous savez aussi que Macron, depuis qu'il est à l'Élysée, il a multiplié par 2 le budget de l'Élysée, qui était déjà pléthorique. C'est-à-dire qu'en 2024 ou 2025, vous me pardonnerez, c'est des chiffres qui sont un petit peu approximatifs, enfin je suis bien dans la... Je crois que ça devait être quelque chose comme 135 millions d'euros le budget de l'Élysée. Ouais. 135 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent... Alors, le prix des Canadair, ça varie entre 35 et 50 millions d'euros d'après les données disponibles, mais disons 42 millions d'euros. 135 millions d'euros, ça veut dire qu'il a, par rapport à ce que c'était auparavant, c'est-à-dire 60 millions d'euros, c'est 2 Canadair par an, le coût de fonctionnement de Madame Brigitte Macron, d'avoir changé les dorures de l'Élysée. C'est 2 Canadair par an. Hein. C'est de ça qu'on parle, en fait. Hein. Donc, ça veut dire que M. Macron, c'est vraiment... c'est Ceausescu. Oui. Je peux vous dire que moi, si je suis élu à l'Élysée, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens, parmi les toutes premières décisions que je prendrai, je diviserai par 2 les frais de fonctionnement de l'Élysée. Merci à vous. Parce que comment dire, il y a quelque chose de fondamental que refusent de comprendre tous ces gens, c'est que c'est la vertu d'exemplarité que doit représenter le chef de l'État, comme d'ailleurs les chefs de partis politiques. Permettez-moi de faire une petite incidente là, sur la politique. Quand je vois que la France, on est dans une situation financière épouvantable. Hein, vous avez vu que les taux d'intérêt sur l'OAT à 10 ans viennent de bondir au-dessus de 4%. Et vous savez que
tous les mois, quasiment, on doit, comment dirais-je, se réendetter pour payer la fin des... On a des OAT à 10 ans. Quand elles arrivent au bout des 10 ans, on a payé les intérêts. Quand elles arrivent au bout des 10 ans, il faut payer le capital. Donc on se réendette, on fait de la cavalerie pour payer l'OAT qui vient d'arriver à expiration. Sauf qu'il y a 10 ans, on s'endettait à 0,2, maintenant 0,5. Dans les années 2016, maintenant, on s'endette à 4. Et donc on a en ce moment une augmentation phénoménale des frais financiers qui va devenir... je pense qu'en 2028, la France va exploser. Honnêtement, franchement, je pense que du point de vue... On va être mis sous tutelle, ça n'est pas possible autrement. La situation, elle est extraordinairement grave du point de vue financier. On était à 60 milliards d'euros en 2024, je crois, de frais financiers, ou en 2025, et là, on va passer à 75 milliards à cause de ces renchérissements. Et on sait qu'à horizon de 2028, on va passer à 120 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Parce que c'est fou, quoi. En un an, on a 15 milliards d'euros de plus de frais financiers sur la dette, alors qu'on parle de Canadair qui valent 40 à 50 millions d'euros. Hein. C'est-à-dire que 15 milliards, si ça fait combien de Canadair, hein, ça fait 100 millions, ça fait 2 Canadair, un peu plus. Donc 1 milliard, ça fait 20 et quelques Canadair. Donc 15 milliards, ça fait 15 fois 20. Hein, je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, 15 fois 20, c'est-à-dire 300 Canadair. Hein, de simple augmentation des frais financiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation financière dans laquelle on est. Donc la toute première des priorités, c'est d'élire à l'Élysée quelqu'un qui a fait la preuve au long de sa vie, c'est dans ses gènes, dans son tempérament, d'être quelqu'un qui est un bon financier, qui gère un bon père de famille. Et j'attire l'attention, je prêche pour ma paroisse, mais heureusement, puisque pour une fois que quelqu'un me tend un micro, je ne vous reproche rien, mais je veux dire, vous savez qu'on est complètement blacklisté dans les grands médias. Et quand vous voyez des partis politiques qui sont là, que ce soit les socialistes, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit les macronistes, n'en parlons même pas, qui vous disent qu'ils vont régler, que la dette c'est grave et qu'il faut régler le problème de la dette, mais la première chose que les Français doivent faire, c'est de se dire, mais attendez, ce monsieur ou cette dame, dans la vie, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils gèrent leur propre truc? Voilà. Si vous avez autour de vous, si vous avez un ami autour de vous, qui vous donne des conseils de bonne gestion, alors si vous apercevez que c'est quelqu'un qui s'est acheté une maison, une belle maison, etc., qui s'est acheté une belle voiture alors qu'il est salarié, mais qu'il gère très bien son budget, qui ne fait pas de dépenses inutiles, de dépenses somptuaires, etc., il a limité les emprunts, etc., vous allez suivre son conseil. Mais si vous avez un ami qui n'a jamais un rond, qui est grevé de dettes, et qui vit dans un trou à rats et qui vous donne des conseils de bonne gestion, vous allez dire, écoute, je vais prendre l'avis de quelqu'un d'autre. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il faut que les Français, en 2027, pour régler ces questions d'endettement, mais pour régler de façon plus générale le fonctionnement de l'État, se disent je vais faire confiance à qui? Je vais être un petit peu polémique, mais quand même, il le faut. Ouais, Madame Le Pen, je ne parle même pas de sa condamnation, elle, avec une trentaine d'autres dirigeants pour détournement de fonds publics. C'est déjà en soi quand même assez gratiné en cours d'appel. Mais il faut savoir que le Rassemblement national est un parti qui a des fonds propres négatifs de moins 11 millions d'euros. Allez voir les comptes de la CNCCFP. Des fonds propres négatifs. Alors que ce parti reçoit plus de 10 millions, 12 ou 15 millions d'euros par an de fonds publics et que par ailleurs, il veut s'endetter pour la campagne présidentielle. Mais ne faites surtout pas confiance à quelqu'un qui gère aussi mal ses affaires. C'est pareil pour la Macronie. C'est pareil pour le Parti socialiste. Ils ont été obligés, ils étaient en faillite, ils ont été obligés de vendre leur siège. Je rappelle que l'UPR, depuis que j'ai créé ce mouvement, 0 emprunt. Et là, pour la campagne présidentielle de 2027, je ne ferai pas d'emprunt. Je ne vois pas pourquoi tout le monde dit c'est scandaleux, le Rassemblement national n'arrive pas à avoir un emprunt. Mais pourquoi ils ont besoin d'un emprunt? Madame Le Pen, comme d'ailleurs les oligarques savent très bien donner la parole à Madame Le Pen ou à Monsieur Mélenchon, ou évidemment à Philippe Attal et compagnie, ils ont tous les médias, ils ont les instituts de sondage qui les promeuvent, ils ont le Rassemblement national, ils ont 15 millions d'euros de fonds publics, et ils ont encore besoin de faire de l'endettement pour faire une campagne.
Mais ça sert à quoi? En 2017, j'avais fait plus de réunions publiques en province que Madame Le Pen. À quoi sert cet argent pour lequel je rappelle que, par exemple, pour 2027, les circulaires électorales, hein, c'est-à-dire ce que les 4 pages que vont recevoir tous les électeurs, plus les affiches électorales, plus le collage des affiches électorales sur les 75 000 panneaux électoraux qu'il y a en France, plus les tracts, tout ça est pris en charge par l'État pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas pour les autres élections, mais pour l'élection présidentielle. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des partis qui dépensent des sommes, ils s'endettent pour dépenser. Mais pourquoi? Donc ça veut dire qu'il y a, et c'est vraiment un point vraiment important, c'est plus de la politique, là. C'est simplement juger une personnalité. Il y a des gens qui sont naturellement économes, qui ont naturellement une bonne gestion de père de famille. Voilà. Les férus d'astrologie diront que moi je suis du signe de la Vierge, qui est connu pour être un signe économe, etc. Je ne sais pas si c'est faux, en tout cas ça correspond bien à qui je suis. Et puis vous en avez d'autres qui sont des paniers percés. Et là, c'est plus de la politique, hein. Macron, c'est un panier percé. Macron, c'est quelqu'un qui a, alors même qu'on est dans une situation calamiteuse, il a osé faire passer le budget de l'Élysée de 60 à 135 millions d'euros. Et c'est pareil pour les assemblées nationales. C'est pareil aussi, je voyais, il y avait M. Cazeneuve, là, l'ancien Premier ministre, qui était interviewé sur les grands médias, puisque bien sûr, il ne sera pas candidat, mais moi je serai candidat, je n'ai droit à rien. Lui ne sera pas candidat, et il est largement interviewé. M. Cazeneuve, qui venait donner des leçons comme ça, qui tirait la sonnette d'alarme en disant que c'était une irresponsabilité folle, que ce qui se passait avec la dette, qu'il fallait ci et ça être économe. En quoi il a raison dans le diagnostic. Le petit problème de Cazeneuve, on a appris avec l'Assemblée nationale, c'est des statistiques qui sont sorties l'année dernière, qu'il est le 2e Premier ministre qui coûte le plus cher aux Français après Dominique de Villepin. Dominique de Villepin vit sur un très grand pied. Et donc, Dominique de Villepin, lui, il a, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est quelque chose comme 200 et quelques mille euros par an qu'il coûte aux Français, avec des voitures, chauffeurs, valets de pied, etc., etc. Mais le 2e après, c'est Cazeneuve. Et le type, il dépense, on a vu, vous avez vu ce scandale, Madame Édith Cresson, qui a été première ministre pendant 11 mois. Ça a été une calamité. Je l'avais connue d'ailleurs à cette époque. Madame Édith Cresson, qui est une femme sympathique, mais d'une incompétence ébouriffante, si vous voulez, elle a tenu 11 mois. C'était donc il y a 35 ans. 35 ans après, elle a toujours une voiture, un chauffeur, mais ça c'est quoi ça? C'est inimaginable. Donc, si vous voulez, comme dit le proverbe chinois, c'est une parole de Lao Tzu, c'est pas un proverbe, un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Ce qu'il faut me demander comment il devrait être un chef d'État, la première chose qu'il doit faire, c'est ce que je ferai si je suis élu, les toutes premières décisions, je diviserai par 2 le budget de l'Élysée. Il n'y aura pas une première dame. Ma femme, ça sera la femme du président de la République. Elle ne sera pas là à ramener sa fraise parce que ça n'a pas été élue par les Français pour tout. C'est pas non plus elle n'est pas là pour présenter les collections d'Avenue Montaigne ou de Monsieur Bernard Arnault. Il y a un parc aéronautique de l'Élysée qui est absolument dingue. Qui est un Airbus, à la limite, parce que maintenant, le pli est pris, tous les grands dirigeants de ce monde, ils ont un avion. Donc, à la limite, on peut conserver celui qui a appelé Sarko One. Mais il y a pas seulement qu'un Airbus. Il y a je ne sais plus combien d'avions privés, d'hélicoptères, de ci et de ça. Là aussi, on fera une revue et on limitera au strict minimum. Pareil pour les voitures, pareil pour le train de vie de tout ce petit monde. Et puis, comptez sur moi, il n'y aura pas non plus 45 ministres. On a tellement de ministres qu'on ne sait même plus qui c'est. Voilà. Les Français ont découvert comme moi qu'il y avait une ministre qui s'appelait Monique Barbu, qui était ministre de la transition. Il y a plusieurs ministres de la transition. On n'est que dans les transitions, transition écologique, transition environnementale. Bon, bref, Monique Barbu qui a eu son heure de gloire en disant qu'elle allait démissionner parce que c'était intolérable d'avoir une loi qui réintroduise l'acétamipride. Et puis finalement, vous l'avez vu, au bout de 48 heures, elle est revenue sur sa décision. Enfin, ça ne va pas. Ça va pas. Il y a beaucoup de pays dans le monde où le nombre de ministres est limité à une quinzaine. Même il y en a certains, c'est par la Constitution. Je crois que c'est en Argentine. C'est très important ce que vous venez de dire et ce que dit Alicia. Effectivement, elle a raison de faire ce genre de parallèle. Parce que non seulement
nous avons une caste politique incompétente, lâche et narcissique, mais en plus de ça, elle cumule vraiment tout l'État. En plus de ça, ce sont des irresponsables. Dans tous les pays du monde, vous avez 1000 fois raison, c'est vrai que je connais bien le Japon. Au Japon, il y a dans des pays d'Extrême-Orient, il y a aussi Mianzi en chinois, la face. Si vous voulez, quand il est tellement évident que ce que vous avez fait est ni fait ni à faire, que vous avez fait n'importe quoi, que c'est une horreur, que c'est une honte ce que vous avez fait, ça peut aller jusqu'au suicide au Japon, c'est le seppuku. Et d'ailleurs, ça pouvait aller jadis en France, il y avait des gens qui se sont suicidés, pas seulement dans la sphère politique, mais parce que justement, ils avaient mal agi. Mais en France, maintenant, il n'y a plus personne qui n'est jamais responsable. Normalement, ce qu'aurait dû faire Macron, et je pense que ça lui aurait d'ailleurs valu un petit surcroît peut-être de légère popularité, c'est qu'il aurait dû dire « Écoutez, ce que j'ai fait n'est pas bien, je me suis trompé, je n'ai pas bien agi, je vous présente mes excuses et je vous présente ma démission. » Là, il sortirait de l'histoire par le haut. Tandis que là, ce qui va rester dans l'histoire de Macron, c'est le pire président de la République et même peut-être le pire chef d'État que la France ait connu depuis Charles VI. Je crois qu'il est encore pire que Charles X. Donc, Charles VI, c'est celui qui avait donné la France au royaume d'Angleterre avec le traité de Troyes de 1420. Donc on a quelqu'un, il n'y a jamais de responsable. Et c'est pas seulement vrai pour ces affaires d'incendie. Normalement, ça fait belle lurette que déjà que le gouvernement aurait dû sauter. Je veux dire, on ne peut pas on arrive on nous annonce des canicules, etc. Depuis 2022, Macron a dit qu'il allait acheter des Canadair, il n'en a pas rien fait. Monsieur Attal devrait être... Tous les journaux devraient dire à Attal, cachez-vous, ne ramenez plus votre fraise. Il trouve encore le moyen de ramener sa fraise. Alors sur les réseaux sociaux, il est assaisonné quand même. Mais enfin, c'est incroyable que ce type ait accès aux médias pour expliquer que ce qu'il faut faire maintenant, c'est un Canadair européen. Mais c'est incroyable. Il n'y a plus de responsabilité. Dans un tout autre ordre d'idée, vous l'avez vu, ce qui vient de se passer, c'est presque inaperçu. Il y a eu un vol d'un bijou extrêmement rarissime. Vous savez, le torque, c'était un truc en or qui était au... Comment ? Un torque, en effet. Un torque. Qui était... En or, qui a été, je crois que c'est dans le musée, je ne sais plus si c'est à Chalon-sur-Marne, je ne sais plus où est-ce que c'est, qui est un truc rarissime. Bon. Qui a été volé comme ça. Et tous les rois de France qui avaient traversé aussi bien de Clovis jusqu'à voilà. la Révolution française. Et je rappelle que sur l'affaire du musée du Louvre, ouais. La directrice du musée du Louvre, qui aurait dû être démissionnée tout de suite, et le ministre de la Culture également, il y a des gens qui disent « oui, mais c'est pas de ma faute », mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Quand on est un ministre ou un chef de l'État, on remplit pas seulement des fonctions exécutives. On est un symbole. On est le symbole de la nation, le symbole de la droiture, le symbole de ce qui est, normalement, doit être inattaquable. De Gaulle, en 69, rien ne l'obligeait à démissionner. Il a démissionné parce qu'il était le symbole de la France, il était le chef de l'État, il avait été mis en minorité sur le référendum de 1969, il a estimé qu'il n'avait plus la légitimité pour diriger la France. Ça, c'est un chef de l'État. Mais là, on a quoi ? On a affaire à des ministres, des directeurs de musées qui sont là et qui disent « ah ben oui, c'est pas bien, c'est scandaleux, etc. » Voilà, ça va pas du tout. Voilà. Et donc, d'ailleurs, au passage, on apprend au passage qu'il y a de plus en plus de musées qui font l'objet de cambriolages. Et moi, j'aimerais savoir aussi ce qui est advenu, d'ailleurs, des bijoux qui avaient été volés, au Louvre. Enfin, c'est une autre histoire. Tout enfin, vous vous rappelez quand même, je sais pas, moi j'ai de la mémoire. Vous vous rappelez peut-être que 3 semaines après, il y avait une officine israélienne qui avait dit qu'il savait qui étaient les responsables et qui avait d'ailleurs une espèce de rançon qui avait été demandée. Ouais, on en est où là ? Où est le truc ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce truc-là ? Pourquoi Macron avait-il dit avec un sourire entendu qu'il savait comment il allait récupérer ces trucs-là, qu'il n'avait pas d'inquiétude ? Qu'est-ce qui se cache là derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça des puissances qui sont là pour essayer de faire pression sur la France ? Moi, j'en sais rien. Français, oui. Des gens qui se posent des questions sur l'origine des feux.
quand même. Tout à fait, ils ont raison de se la poser. Il y a quand même des mystères. Bon, est-ce qu'il y a une épidémie de pyromanes? C'est possible. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? C'est possible. Est-ce que c'est la faute, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est certainement le fait que les forêts soient beaucoup moins bien entretenues. C'est certainement un des facteurs qui a aggravé la situation. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans des opérations qui sont des opérations d'intimidation de l'État? Je ne sais pas. J'ai lu on faisait valoir quand même que les feux étaient finalement assez proches d'un centre très secret de notre force nucléaire. Hein. Il y a quand même, c'est pas très loin non plus de Toulouse. Il y a des choses, c'est quand même très ciblé comme truc. Hein, rappelez-vous, sans vouloir faire du sensationnalisme, parce que je n'y connais rien, mais on est quand même dans un monde où tout est devenu possible, notamment, rappelez-vous ce qui s'est passé en Iran. Hein, à partir du moment où il y a eu la guerre en Iran, d'un seul coup, vous savez qu'ils avaient eu des sécheresses épouvantables. Lorsque l'Iran a bombardé et a détruit plusieurs des gigantesques radars américains, d'un seul coup, la sécheresse incroyable qu'ils avaient s'est transformée. Ils ont eu de nouveau de la pluie. Donc certains en Iran disent qu'en fait, il y avait derrière ces radars, il y avait des trucs qui étaient faits pour justement faire des espèces de dômes de chaleur au-dessus de l'Iran. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dans les laboratoires militaires des gens qui travaillent très ardemment sur des changements climatiques, sur justement des dômes de chaleur, des trucs et des machins. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon. Mais moi, je suis quelqu'un de rationnel. Je pense qu'il faut se poser toutes les questions. Pour le reste, les deux questions que vous avez dites, cette irresponsabilité, c'est un scandale. C'est volontaire. N'importe qui, vous mettez un enfant de 8 ans à la tête de l'État, quand il voit ça en 2022, il se dit il faut acheter des trucs. Donc c'est surtout qu'au même moment, on serait dans un état de pénurie générale. Mais pas du tout. Je l'ai dit au même moment, on a Macron qui dépense des fortunes. J'ai vu que Mme Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, elle a mobilisé hélicoptères, pompiers, etc. pour venir ramener sa fraise, pour dire vous travaillez bien et repartir. Mais ils auraient dû lui botter le derrière. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle n'a pas. Tout ça, c'est toujours la même histoire. Le narcissisme, se faire valoir, verser une larme sur l'assassinat du père Hamel, aller donner. C'est bravo mes gueux, là, travaillez bien, là, vous êtes formidables, les policiers, et pendant ce temps-là, se mettre en avant. Cette caste-là, c'est insupportable. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important. Vous l'avez dit tout à l'heure, au détour d'une phrase, en disant ils ne seront jamais inquiétés. Si. Ce qu'il faut, et moi je compte bien pour 2027, il faut proposer aux Français qu'il y aura un châtiment. C'est-à-dire qu'il faut que les Français sachent qu'en 2027, la personne qu'ils vont élire, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser tranquille ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Hein, Macron, il a détruit la France en 9 ans et en 10 ans. Il va falloir, lui et sa clique, qu'ils rendent des comptes. D'une façon ou d'une autre, de façon juridique, mais il faudra qu'ils rendent des comptes. On ne peut pas continuer comme ça à avoir un pays qui soit dirigé par des gens dont l'action objective consiste à détruire le pays. Voilà. Même le Cornu qu'on nous avait présenté comme le type sympa et tout, même le Cornu, il est en train de nous faire un budget, vous l'avez vu, avec moins 6% de déficit budgétaire. Oui. Normalement, la situation de la France, elle est tellement grave, mais tellement grave, que normalement, on devrait dégager un excellent primaire. C'est-à-dire qu'il aurait fallu tailler dans le vide partout, mais pas, enfin partout. Commencer par l'UE, continuer par Zelensky, tailler dans le vif de toutes les dépenses aux associations, etc. Tous ceux qui vivent sur la bête. Voilà. Mais pas du tout. Comme ils sont incapables, puisque ce sont tous ceux qui les soutiennent, ce sont ceux qui les ont fait venir à l'Élysée. Hein. Moi, par exemple, j'ai prévu aussi dans mon programme la fin des aides à la presse. Terminée. Et la fin des aides aux partis politiques aussi. Oui. Et la fin des aides aux partis politiques. Vous n'avez pas des aides à la presse. Enfin, de deux choses l'une. Ou bien un organe de presse, ou bien un parti politique intéresse les Français, correspond à ce que souhaitent les Français, on est en démocratie, il se finance à partir justement de ce que donnent les Français. Vous avez toute une série de médias alternatifs sur le web qui sont financés comme ça, pas par de la pub et encore moins par des dons publics. C'est pareil pour les partis politiques. Nous, on a zéro subvention publique.
Et pourtant, on arrive à faire, on a avec UPR TV, on a la chaîne d'un parti politique qui a 510 000 abonnés, 125 millions de vues. Je rappelle que le RN a 104 000 abonnés. Nous, on en a 510 000. Et je rappelle que M. Édouard Philippe, qui paraît-il est l'homme préféré des Français, l'homme politique préféré des Français, je rappelle qu'il a 7 000 abonnés et 1 million de vues, quand nous, on a 125 millions de vues cumulées. Ouais. Et c'est M. Édouard Philippe et Horizon qui reçoivent des subventions publiques et qui sont promus par les médias constamment. Tout ça, il faut terminer ça. Donc, moi, parmi les économies que je propose, alors évidemment, ça ne me rend pas populaire certainement parmi les médias. Mais vous savez qu'en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, il n'y a aucune subvention publique à un journal. Et le pire étant d'ailleurs qu'on donne de l'argent à des journaux qui sont possédés par des multimilliardaires. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On donne de l'argent à des journaux qui ont été achetés par des multimilliardaires qui ont pléthore d'argent et qui achètent ces journaux pour influer l'opinion publique, pour que l'opinion publique continue à voter pour des européistes et donc maintienne la libre circulation des capitaux qui font leur fortune. C'est aussi simple que ça. Donc nous, parmi les économies budgétaires, mais ça, vous verrez jamais M. Lisnard, Mme Knafo vous proposer ce genre d'économies budgétaires. Pas plus qu'ils nous vous proposeront de rétablir le contrôle des mouvements de capitaux pour empêcher les quelques 100 milliards d'euros d'évasion fiscale des grandes entreprises et des milliardaires. Parce que ça, ce sont des économies qu'ils ne voient pas qu'on puisse faire. Eux, il s'agira de taper sur l'État. C'est-à-dire, au bout du compte, c'est ce qui se passe depuis des années. Et hélas, c'est qu'on tape sur des lampistes. Et c'est ça qui est ignoble. C'est-à-dire, le chef de l'État, ça c'est la grande tradition capétienne dont je parle, ça remonte à Saint-Louis. C'est quelqu'un qui doit, un vrai chef d'État en France, c'est quelqu'un qui doit défendre l'intérêt des plus humbles parmi les Français. Contre l'aristocratie, contre les féodaux à l'époque de Saint-Louis ou de Louis XIV, contre les grands trusts au XXe siècle et contre les euromondialistes à notre époque. Il faut défendre l'intérêt du peuple français et de ceux qui sont justement des gens qui n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne sont pas dans des réseaux d'influence, parce qu'on ne pense pas à eux, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont trop honnêtes, parce qu'ils font leur métier. Il y a toute une tradition en France encore de gens qui sont comme ça. Moi, je me rappelle une boulangère dans mon petit village de la Nièvre qui me disait, elle avait ce dicton « Travailler, c'est prier ». Et bien voilà, il y a encore des Français qui en sont là. Et quand je vois que ces Français, on les manipule pour qu'ils donnent leur bulletin de vote, qui est finalement la chose la plus sacrée, qu'ils le donnent à des escrocs, mais des escrocs comme Macron, comme Philippe, comme Attal, c'est l'un des objectifs fondamentaux pour lesquels je me suis engagé en politique. Parce que c'est plus tolérable que ce soit comme ça. Et il faut que maintenant, et je pense que 2027 doit être l'occasion, il faut vraiment donner un énorme coup de balai dans tout ça. Et tout le monde a bien compris que c'est pas le Rassemblement national qui va donner un coup de balai. Ils sont de mèche. Ils sont de mèche avec et Mélenchon, c'est du pareil au même, parce que je rappelle quand même, même si ça fait pas plaisir aux mélenchonistes, je rappelle que Mélenchon, les 2 fois, il a fait élire Macron. Voilà. Les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.